50 unités en sous-occipital. Et l'alternative à la sérothérapie curative par sérum antitétanique en sous-cutané, qui est la méthode de Bestreck, il consiste à injecter 0,1 ml par voie sous-cutanée, attendre un quart d'heure. En l'absence de réaction locale ou générale, on injecte 0,25 par voie sous-cutanée et attendre également un quart d'heure. Et en l'absence de réaction, on termine l'injection par voie intramusculaire. Il faut éviter également une injection accidentelle dans un vaisseau et vérifier l'absence de reflux sanguin. Pour les indications, nous avons l'antibiothérapie, le traitement sédatif, le parage de la porte d'entrée sont systématiques. Ensuite, les indications en fonction du tableau chez l'enfant. Pour le stade 1, la trachéotomie est non indiquée. Pour le stade 2, on fait une trachéotomie et une sonde nasogastrique. Pour le stade 3, une trachéotomie, assistance respiratoire. Ensuite, chez le nouveau-né, administré par sonde nasogastrique, du diazépam 20 mg dans 36 cc de sérum glucose isotonique à sonde. Pour le stade 1, 3 cc chaque 2 heures. Pour le stade 2, 3 cc par heure. Pour le stade 3, 3 cc par heure. 3 cc par heure, plus de phénobarbital et plus une assistance respiratoire. Ou bien plus ou moins en intrarectal sans dépasser 4 mg en dose, 4 mg par kilo en dose totale. Pour la prévention au niveau collectif, il faut une éducation sanitaire, un relèvement du niveau socio-économique, un recyclage des accoucheuses traditionnelles et des campagnes de vaccination de masse qui doivent cibler les enfants, les femmes enceintes et les femmes qui sont en âge de procréer. La prévention repose également sur la vaccination avec une forme isolée. Pour la forme isolée, le vaccin Pasteur ou le Tétavax, pour les formes associées à d'autres vaccins, on a le pentacoque. Ensuite, 3 injections à 1 mois d'intervalle en sous-cutané ou bien en intramusculaire avec un rappel de 1 an à 5 ans puis tous les 10 ans. Et chez la femme enceinte, 5 injections afin de prévenir le tétanos néonatal. Ainsi, voici le tableau du mutuo. CAT devant une plaie qui est tétanigène. Si le sujet est en pour la situation vaccinale, s'il s'agit d'une primo-vaccination complète ou bien un rappel datant de moins de 5 ans, dans ce cas, on fait, même si le risque est minime ou élevé, on ne fait rien. Ensuite, si le rappel ça date de plus de 5 ans, si le risque est élevé, on fait un rappel. Si le rappel date de plus de 10 ans, si le risque est minime, on fait un rappel. Ensuite, si c'est élevé, on fait un rappel plus la SAT. Ensuite, si la vaccination est incomplète, on fait une revaccination. Si le risque est minime, si c'est élevé, on fait une revaccination pour l'administration de sérum antitétanique. Puis si le sujet n'est pas vacciné, on fait une vaccination plus l'administration du sérum antitétanique. Et également, si le risque est élevé, on fait la même chose. Pour la conclusion, on peut dire que le tétanos est un véritable problème de santé publique et nécessitant également un traitement correct de toute plaie et la prévention repose sur la vaccination. Je vous remercie. Merci pour la présentation, Dr Ndeye Fatou. Bon, avant de donner la parole à vos collègues, au cas où ils auraient des interventions, j'aimerais savoir, pour la revue de la littérature, est-ce que vous vous êtes approché du service des maladies infectieuses de FAN, comme c'est eux qui s'occupent de la prise en charge du tétanos chez l'enfant, pour voir au moins pour avoir en fait les derniers articles concernant l'épidémiologie, le nombre de cas qu'on a ici et autres, et pour savoir aussi s'il n'y a pas des changements dans la prise en charge. Est-ce que vous êtes passé les voir? Non, non. Vous avez juste pris les données que vous avez trouvées sur la littérature? Oui. C'est ça. C'est-à-dire que quand on vous donne certaines pathologies, sachant que vous savez qu'ici au Sénégal, on a des structures de prise en charge. Par exemple, si c'est un cours sur la tuberculose ou bien le paludisme, par exemple, si on faisait un cours sur le paludisme, tétanos, sachant qu'il y a des centres de prise en charge ici, il faut toujours vous approcher. En fait, c'est ce qu'on attend de vous. Sinon, si c'est la revue de la littérature, on peut trouver ces informations sur le net au même titre que vous. Mais ce qu'on attend de vous, c'est d'aller vers ces structures-là
pour voir nous-mêmes ici dans nos pays, qu'est-ce qu'on a comme données statistiques et concernant la prise en charge, si on utilise les mêmes protocoles que ceux de l'extérieur ou bien s'il y a des variantes qu'on utilise pour la prise en charge. C'est ça qui allait faire la particularité de votre présentation. D'accord. Donc, bon, on va donner la parole à vos collègues s'il y a des questions ou des suggestions. Mais dans tous les cas, avant de rendre le cours, de me donner le cours pour validation, il faut passer aux maladies infectieuses pour qu'ils vous donnent en fait le protocole qu'ils utilisent. S'ils ont des articles récents aussi sur les dernières données épidémiologiques, vous l'insérez dans le cours. Ça permet d'être à jour en fait, c'est ça. Vous devez toujours utiliser les dernières données épidémiologiques pour savoir comment vous situer. D'accord, docteur. Donc, est-ce qu'il y a des interventions de la part des collègues? Oui, docteur Yacine. Merci, Ndeye pour la présentation. Merci, docteur Djanaba, pour la parole. Je voulais juste revenir sur la sédation. Parce que le diazépam, j'ai cru voir que ça se donne par la voie orale. Bon, je ne savais pas, parce qu'elle a dit par la sonde nasogastrique, donc je voulais juste qu'elle nous éclaircisse sur ça. Et par rapport au traitement, je pense que c'est une pathologie donc, qui est prise en charge en réanimation. Donc ça n'a pas été bien décrit dans le traitement. Parce que nous, les derniers cas de tuberculose qu'on a eu à avoir à Albert-Royer, on les transférait directement dans le service de réa pédiatrique. Et c'est là-bas où on les prenait en charge. Donc, c'est une urgence donc, thérapeutique donc, qui nécessite une prise en charge en réanimation. Je pense que c'est important de le préciser. Merci. Merci, docteur Yacine, pour cette intervention. Effectivement, ce sont des malades qui doivent être pris en charge en réanimation parce qu'à tout moment, ce sont des malades qui peuvent faire des apnées. Parce que vous savez que c'est une atteinte des muscles, c'est un blocage en fait des muscles respiratoires. Ça peut entraîner une apnée. Hypoxémie, il fait une insuffisance respiratoire sévère. Donc, ils doivent être pris en charge en service de réanimation, de telle sorte que dès qu'ils font une insuffisance respiratoire aiguë, ils doivent être mis sous ventilation artificielle, en dehors de toute la sédation et d'utilisation d'agents, comment dire, quel est le terme que je veux utiliser maintenant? Voilà, en dehors des sédatifs qu'on utilise pour la prise en charge. Voilà, comme vous l'avez dit, éviction de la lumière, douleur. En fait, tout stimuli qui peut déclencher en fait les accès de contracture chez eux. Donc, ça nécessite vraiment une prise en charge en réanimation. L'utilisation d'agents bloquants neuromusculaires aussi. Donc, ça, il faut le préciser. Maintenant, il y a une question pour vous. C'est de savoir, c'est de préciser si ces benzodiazépines sont données par voie IV ou orale. Orale, ça me dérange. Parce que vous-même, vous dites qu'il y a un trismus serré. Donc, comment vous allez faire pour placer une sonde nasogastrique chez ces patients-là et pouvoir mettre, en fait, la benzodiazépine. La benzodiazépine doit être donnée par voie IV. Je ne sais pas où est-ce que, quelle est la référence vous avez trouvé comme voie d'administration la voie orale, mais c'est à revoir. C'est par voie IV que c'est donné. Vous savez, tout ce qui est sur le net ne provient pas de revues scientifiques reconnues. Voilà.